J'ai cru que c'était caché, je ne pouvais pas. Ça aurait pu m'arriver. Ouais. Bon, moi, je retourne me cacher. Qu'est-ce que je dois faire? Très là. Oui, il va bien. Bonjour. Alors, c'est... Ça marche? Oui. Je suis contente d'être là, d'autant que... J'ai la télécommande juste à côté du pupitre. C'est la télécommande qui est là. C'est pas le moment encore, on va le faire. Je viens. En fait, je voulais quand même vous dire Est-ce que là... oui, là ça marche. Oui, ce que je voudrais bien qu'on retrouve la première diapo, si c'est possible. Moi, je suis psychanalyste et psychologue, mais en fait, j'ai une double vie, au moins. Comme beaucoup ici, il s'avère que j'exerce mon métier et qu'en même temps, je m'implique, pour ceux qui m'ont déjà entendu, ici, je suis venue il y a quelques années déjà. Je m'implique dans des associations et des actions militantes dans le domaine de la petite enfance. Et j'ai accepté une responsabilité au gouvernement en décembre dernier. Je vous dis ça parce que je meuble en attendant la première diapo. On peut passer à la suivante? Si on la trouve pas tout de suite, je vais vous raconter mon enfance. La suivante. Moi, c'est bon. Il faut que ce soit elle. Ouais. Alors voilà. Je vais peut-être être un petit peu moins optimiste que ce qui a été dit pendant ces 2 jours, parce que finalement vous avez présenté du lien tout ce qu'il y a de bon à y prendre. Et dans un métier qui est le mien, on a plutôt la face obscure des liens, c'est-à-dire tout ce qu'il y a aussi de moins bon dans les relations et dans les liens. Et je crois que pour aborder le travail qui est le vôtre, avec des tout-petits qui posent leur fondation, il est nécessaire d'être aussi conscient des enjeux, pas toujours aussi souriants que ceux qui ont été posés jusque-là. Finalement, quand je vous disais que j'ai une double vie, mais qui est sur le signe justement des liens entre et entre. La psychanalyste que je suis travaille sur l'intra-psychique, c'est-à-dire ce qu'il y a de plus profond, individuel et souvent solitaire aux racines de l'être dans la singularité la plus extrême. Et pourtant, les enfants, les humains, sont forcément et dans les profondeurs de l'intrapsychique et dans les chemins du collectif vers le collectif, le social et le politique. Et c'est peut-être ça le fil que je vais essayer de parcourir avec vous. Pourquoi c'est important de le penser comme ça? C'est tout simplement parce que le jeune enfant construit son monde intérieur en étant d'abord en appui sur ce qui lui est offert à vivre. C'est-à-dire que l'externe détermine la construction de l'interne. Et ça, je vais essayer de vous le présenter. Évidemment, à la chaîne, et d'un bout, voilà. Quand je dis le sujet et son contexte, il n'y a pas de sujet humain sans compréhension du contexte dans lequel il se trouve. Et évidemment, quand on a, vous, comme moi, à tenir les deux extrémités du sujet, petite enfance, le collectif, l'individuel, la société et l'enfant sujet,
eh bien il arrive que nous ayons un petit peu de mal à être en lien le moi avec moi. Mais on y arrive quelquefois. Alors, il s'avère que je voulais vous parler d'une mission que le gouvernement français m'a demandé de piloter entre juin 2015 et mai 2016 pour rendre compte, pour réfléchir à le moyen d'organiser, de penser l'accueil du jeune enfant à partir d'un axe clair, à savoir les enjeux prioritaires du développement et de l'épanouissement des enfants. Vraiment, il résiste. Je dois pointer quelque chose? Pointez sur mon ordinateur, là. Sur l'ordi. Autrement, vous me faites un signe. Voilà. Ah, vous avez... Bon, je vais lâcher la manette parce que je me déconcentre beaucoup trop. Vous faites un petit geste. Je fais un petit signe. Ah oui, parce que je perds le fil, si je perds le lien avec moi-même. Alors, les questions qui étaient posées. J'ai entraîné dans cette aventure environ 130 personnes. Autour des questions suivantes, qu'est-ce qui est prioritaire pour le développement et l'épanouissement du jeune enfant? Comment on accueille les enfants en s'appuyant sur quel socle de référence? Et quelles connaissances essentielles communes pour les formations des professionnels de tout métier concerné par la petite enfance, mais pas seulement les professionnels, puisqu'on sait que la façon dont les professionnels travaillent est déterminée également, et en cela les interventions d'hier soir étaient claires, par les conditions dans lesquelles elles sont placées, ou ils sont placés pour faire leur travail, c'est-à-dire les réglementations, les lois et les directives politiques. Alors cette mission, pendant un an, elle a fait travailler tous les acteurs, on a mis autour de la table tous ceux qui sont concernés. Et si vous regardez bien, eh bien, il y a bien sûr tous les acteurs de terrain, tous les métiers, les acteurs de la formation, les gestionnaires privés, publics, associatifs, les spécialistes de la pluridisciplinarité. Je m'arrête un instant. Je ne sais pas, vous le mesurez sûrement puisque vous êtes encore en formation. Il y a au moins une douzaine de disciplines scientifiques, sciences humaines, biologiques, etc., qui sont concernées et impliquées dans les modes d'accueil de la petite enfance. Ça va de la psychologie, la philosophie, la sociologie, les sciences de l'éducation, etc., mais aussi les sciences du langage, mais aussi la culture, etc. Et puis, les grandes institutions des politiques publiques, vous savez que nous, c'est national, et que nous avons des grands opérateurs, tout est grand, gros et parfois un peu lent, et puis les représentants des familles. Mettre tout le monde autour de la table, c'est un moyen d'arriver finalement à des résultats un peu différents que lorsque on procède par catégorie. Et au fond, tout le monde s'est posé la question, comment aborder les modes d'accueil à partir de l'enfant. Et finalement, ce qui est ressorti, pour revenir au thème du lien, c'est qu'il fallait faire des modes d'accueil, des plateformes inaugurales, de la mise en mouvement du lien social. Le lien social, ça veut dire qu'autour des modes d'accueil, il y a des enjeux de mixité des populations, de mixité sociale, qui doivent être inclusifs, et vous le savez, il est très difficile, et pas encore chez nous en tout cas suffisant, cet accueil des enfants en situation particulière, situation de handicap, les enfants en très grande précarité, les enfants porteurs de maladies et de handicap, mais aussi les enfants qui sont placés dans qui vivent dans des familles qui affrontent les questions de handicap, de maladie ou de grande précarité. Ensuite, le lien social, ça veut dire aussi qu'autour des modes d'accueil, si on travaille bien, si on met les enfants dans de bonnes conditions pour grandir, de façon mécanique, on fait de la prévention. On fait de la prévention psychologique, on fait de la prévention sociale, on fait de la prévention médicale. Je ne vais pas développer, je pense que vous connaissez tout ça. Vous savez qu'il y a eu un grand débat en France, une grande polémique, et elle ne s'est pas tenue seulement en France, puisqu'elle a irrigué l'Europe,
qui a été à un moment où certains ont pensé qu'il fallait dépister les futurs délinquants avant l'âge de 3 ans avec un dépistage précoce du trouble des conduites. Il s'avère qu'un certain nombre de spécialistes dont j'étais ont trouvé que l'idée n'était pas excellente. Et au fond, sur la prévention, le débat est-ce que c'est une prévention ciblage? C'est-à-dire, est-ce qu'on cible des populations parce qu'elles sont identifiées comme étant des populations à risque ou populations vulnérables? Et à partir de quels critères? Critères de risque, etc. Et sur le ciblage, est-ce qu'on cible des troubles potentiels chez les enfants? Et est-ce qu'on essaie de mettre en place des méthodes systématisées qui ciblent tel type de difficulté? Ou bien est-ce qu'on opte pour un autre modèle de prévention, qui est une prévention universelle, qui consiste à créer des services et des dispositifs de qualité pour tous les enfants, inclusifs comme je le disais, etc. Et dans ces dispositifs universels, dans cette qualité pour tous, à ce moment-là, on fait un travail un peu particularisé et spécifique pour ceux qui en auraient le plus besoin. Je vous laisse évidemment trouver la solution qui vous paraît la vôtre. Mais vous voyez que derrière votre travail, soi-disant s'occuper des petits-enfants, il y a des enjeux qui sont théoriques, idéologiques et au-delà. Alors, le développement du très jeune enfant, vous en entendez parler sans cesse. Tout le monde en parle. Tout le monde parle surtout, en fait, de l'intérêt de l'enfant. Il faut faire ceci dans l'intérêt de l'enfant. Il faut faire comme ça dans l'intérêt de l'enfant. Et finalement, dans l'intérêt de l'enfant, on nous demande de faire tout et son contraire. Finalement, la notion d'intérêt de l'enfant, elle est très mal précisée et définie, et elle finirait par servir de valeur derrière laquelle on se réfugie quand finalement on n'a pas le courage ou le temps ou l'énergie de réfléchir avec les autres. C'est un défaut d'approfondissement que d'annoncer l'intérêt de l'enfant comme étant l'argument suprême. Le développement du très jeune enfant, il est d'abord à penser du dedans, j'y reviendrai. Mais m'est revenu en préparant cette intervention le fait que ici, comme en France, nous descendons, entre guillemets, vos métiers descendent du métier de jardinière d'enfants. Hein? Vous avez entendu déjà parler de cela. Alors on s'est tous bagarrés contre cette histoire de jardinière, il y a des tas de dessins drôles, c'est pas parce qu'on les arrose, etc., etc. Mais il y a une chose que savent les jardiniers, c'est qu'il ne suffit pas de tirer sur les feuilles pour faire pousser la plante. Ils savent, eux, que la plante, elle pousse du dessous et du dedans. Et je mets ça en lien avec le fait que la psychanalyse est née en même temps que les rayons X. Les rayons X, 1895. Les premiers écrits de Freud, au même moment. C'est une époque, au sortir de ce 19e siècle, où on a commencé à se demander qu'est-ce qu'il se passe dans ce que l'on ne voit pas. Et ça, c'est formidable. C'est formidable et c'est très important de ne pas perdre de vue ce qu'il y a là de la capacité chez les humains de se représenter ce qu'ils ne voient pas, ce qu'ils ne mesurent pas, ce qu'ils ne touchent pas, ce qui ne se comptabilise pas et qui pourtant existe. C'est en cela que les sciences humaines ne seront jamais réductibles à l'observation, le visuel, le mesurable, le quantifiable, etc. Or, nous devons dans nos métiers à la fois tenir sur la rigueur de travail, les observations, les comptes rendus, les écrits, la connaissance, les recherches,
et en même temps toujours défendre ce que nous savons quand nous sommes avec des tout-petits, qui a toute une part d'incroyable mystère. On ne sait pas pourquoi ils nous comprennent et comment ils nous comprennent, et pourtant ils nous comprennent. On ne sait pas comment on fait pour savoir ce qu'ils sont en train de fabriquer, et pourtant nous sentons des choses, ils les sentent. Et donc c'est cette part-là qui est à maintenir, cette part d'insu et de subtilité du métier qu'il faut préserver. Alors, les enjeux des enfants, des tout petits enfants, ils résident dans le fait qu'il y a des particularités du développement de l'enfant de moins de 3 ans qui sont très différentes de l'enfant après 3 ans. Alors c'est 2 ans et demi, 3 ans et demi, les âges ça flotte un tout petit peu, mais le tout petit ne grandit pas comme un grand. On enchaîne. Je voudrais vous livrer, en fait, cette commission et un an de travail ont permis d'isoler 12 caractéristiques. C'est un consensus scientifique qui est sorti de ces travaux. Il y a une concertation énorme. 12 caractéristiques du développement des tout-petits qu'il faut connaître pour organiser, penser les modes d'accueil de la petite enfance. On s'accroche ? La première, les sphères du développement sont inséparables les unes des autres. Les sphères du développement physique, affectif, cognitif, social et émotionnel interagissent chacune sur les autres et selon une dynamique en spirale. Vous verrez le schéma, vous l'avez vu le schéma, je pense, vous le verrez. C'est-à-dire qu'avec des tout petits, il n'y a pas de séparation entre affectivité, cognition, apprentissage, etc. La deuxième, c'est que le développement du jeune enfant ne procède pas de façon linéaire par paliers accumulatifs, mais par vagues avec des flux et des reflux. Une acquisition se perd pour faire place à une autre, puis reviendra sous une autre forme à un autre moment, ou bien s'effacera. Ce que nous ont dit les chercheurs en psychologie du développement, en neurocognition, c'est que, écoutez bien, les repères d'âge changent avec l'évolution des recherches. Et donc toutes nos grilles de repérage du développement en fonction des âges, eh bien elles bougent tout le temps. Et ça doit nous faire réfléchir à la question des normes et des outils de mesure. Le troisième point, c'est que le très jeune enfant naît dépendant, mais pas impuissant. Et ça, vous savez tous, il vient au monde avec des capacités sur lesquelles je reviendrai tout à l'heure, d'empathie, d'imitation, d'ajustement postural, de proto-communication. Il est notamment armé de sa polysensorialité et de sa pulsion épistémophilique. Attention, gros mot, mais quand même, c'est un joli mot, la pulsion épistémophilique, parce que la traduction, c'est l'amour du savoir. Tout être humain arrive au monde avec cet élan de curiosité, armé pour découvrir le monde. Et ça, vous pouvez l'expérimenter, il suffit de travailler en maternité le premier jour d'un nouveau-né. Quand à un moment donné, ils ouvrent les yeux, ils sont tout à fait capables de regarder autour d'eux, de suivre, etc. Ensuite, cette capacité va s'estomper et elle reviendra, d'où le développement par vague. Et évidemment, il est partenaire de relations et de langage. Le quatrième point, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, la construction de l'extérieur précède celle du monde intérieur, c'est-à-dire que c'est à partir du lien, et c'est tout l'enjeu de vos journées, c'est à partir du lien à l'autre que se dessine la personnalité de l'enfant, mais aussi la façon dont il va se percevoir lui-même.
Alors les parents, on vous dit qu'il faut accueillir les parents, j'y reviendrai, bien sûr, on le sait, il faut accueillir les parents, il faut qu'il y ait des liens de confiance, etc. Mais ça fait quand même 40 ans qu'on le répète. Et pourtant, c'est pas sûr que ce soit si simple. C'est pas sûr que ce soit si simple parce que les humains, nous, on a un petit problème, c'est qu'on a un inconscient. Alors je sais bien que c'est pas facile à attraper dans les attrape-liens, l'inconscient, mais enfin, c'est un truc qui nous embrouille, qui reviendrait aussi. Néanmoins, les parents constituent le point d'origine et le port d'attache du petit enfant. Et donc, l'enfant, on sait qu'il a l'intuition de sa filiation. On sait qu'il ne s'y trompe pas. Et pourtant, quand il y a des tensions, il en porte les difficultés. Il en ressent les cohérences, il empathie. Et là, sur les enjeux de travail avec les familles, il y a tout le problème, et j'y reviendrai, des représentations avec lesquelles on aborde les familles, les représentations culturelles, sociales, etc., mais aussi l'image du bon parent. 6e point, le jeune enfant est capable très tôt, dans des conditions précises, d'attachements multiples et différenciés. J'y reviendrai aussi, il n'y a pas que la relation mère-enfant dans la vie du nouveau-né, du bébé. Le 7, importance du vécu néonatal. En fait, quand on travaille sur les liens, on doit travailler aussi sur les liens temporels. L'enfant dont on s'occupe est un enfant qui a déjà une longue histoire quand il arrive dans les modes d'accueil. On travaille sur l'enfant d'aujourd'hui, on travaille avec lui en ayant conscience de son vécu périnatal, néonatal, et on travaille avec lui dans une perspective de son avenir. Le 8, les enfants sont ce que j'appelle des guetteurs, capteurs fulgurants de l'état interne de ceux qui les entourent. Plus il est petit, plus il perçoit et percute le climat émotionnel, comme on dit aujourd'hui, le climat affectif, comme on dit aussi, de ses environnements de vie. Or, ces perceptions sont globales, intuitives, et vont se traduire directement chez l'enfant en expression somatique ou comportementale. Ce qui veut dire que le tout petit enfant, quand je vous disais qu'il ne grandit pas comme un grand, il pense, il éprouve avec son corps, grâce à son corps, et il traduit par son corps. Le 9e point, c'est que l'enfant est un acteur affectif et corporel qui induit des résonances chez les adultes qui l'entourent. Et j'y reviendrai. Ça, vous connaissez bien ce sujet. En tous les cas, si vous ne le connaissez pas toujours intellectuellement, vous le vivez au quotidien. C'est chargé d'émotions, le travail avec les enfants. C'est habité de pensées positives ou négatives. Et l'ensemble va rejaillir sur des attitudes, des pratiques, des mots, des intonations, des gestes, plus ou moins comme on voudrait. Le 10e point, c'est la sensibilité. Le jeune enfant prend connaissance du monde avec une hypersensibilité qui est nourrie de ses capacités corporelles, cognitives, affectives, émotionnelles et sociales. Et il est d'emblée attiré, happé par le visage humain, la parole adressée. D'emblée, il réagit à la musique, aux images, aux mouvements et à la nature. L'intervention que nous avons eue ce matin, tout ceci a été tout à fait confirmé par les travaux de recherche. Vous voyez que nous sommes équipés pour être des êtres de lien, de relation, mais aussi pour être des êtres de culture. Le 11e point, c'est il y a tout un débat autour des modes d'accueil pour la petite enfance et notamment des recommandations internationales qui consistent à défendre l'idée que les modes d'accueil doivent être éducatifs. On parle d'éducation précoce. Dans les débats qui ont eu lieu lors de cette concertation,
Il y a d'un côté, il y a l'idée qu'on a un passé hygiéniste des modes d'accueil de la petite enfance, que vous connaissez bien, hein, et qu'il faut passer à l'éducation précoce. Eh bien, les résultats de nos travaux, c'est qu'on ne peut pas être aussi binaire. Car du fait des particularités de ce qui se passe pour l'enfant avant 3 ans, de l'importance du sensoriel, du corporel, des soins, etc., au fond, nous avons plutôt préconisé de penser l'accueil du jeune enfant en termes de prime éducation. Prime éducation pour la prime enfance. Il ne peut ce développement ne concevoir que comme ça. Et donc, en particulier, ce dont nous nous sommes aperçus, c'est que quelqu'un qui sait travailler avec des enfants de moins d'1 an va pouvoir travailler avec des enfants plus âgés. Alors que quelqu'un qui a appris à travailler avec des enfants de plus de 3 ou 4 ans n'aura pas les compétences nécessaires pour travailler avec un petit. Et donc, vous tenez entre vos mains, vous qui vous formez à la petite enfance, des compétences potentielles tout à fait transférables aux autres âges de la vie. Le dernier point, c'est que les premières années sont fondatrices de la personne, mais pas déterministes. C'est-à-dire que ça n'est pas parce qu'on fonde quelque chose que on est dans une pensée déterministe. Les 3 premières années fondent, mais ne déterminent pas linéairement le devenir d'un enfant. Ce qu'il est avant 3 ans ne permet pas de dire ce qu'il sera. S'il y a des influences socio-culturelles, néanmoins, il n'y a pas une trajectoire individuelle prédictible. Chaque jeune enfant a besoin d'un accueil riche, d'être entouré avec précaution, bien-traitance et attention prévenante. Voilà les 12 repères qui ont pu servir de base à tous les travaux qui ont suivi sur cette mission. Alors, pour rester sur la question du lien, qu'est-ce qui est sorti? Il est sorti de ce rapport 106 préconisations. Je vous laisserai regarder ça, c'est sur Internet, hein, il suffit de taper rapport Giampino, c'est à la documentation française. Mais la préconisation 1, ça a été quoi? Ça a été de rédiger un texte cadre national pour l'accueil du jeune enfant. Ce texte cadre national, vous le trouverez également sur les sites officiels du gouvernement, puisque le gouvernement a déjà mis en œuvre cette préconisation, à partir de 10 grands principes. Et pourquoi ce texte cadre national? Parce qu'il nous est apparu, et je suis preneuse bien sûr de tout ce que vous avez fait en Suisse, il nous est apparu qu'à travers tous les métiers qui concourent à l'accueil du jeune enfant, cette profession n'est pas encore reconnue. C'est-à-dire qu'il n'est pas encore reconnu que c'est un domaine qui est à la fois un domaine d'activité, un domaine de connaissance, un domaine de recherche. Et ce texte cadre national permet de donner des directions, mais surtout de créer cette identité professionnelle de l'accueil du jeune enfant qui rassemble les différents métiers et les différents acteurs. Je ne vais pas vous présenter ce document, mais juste vous dire que le ministère a sorti une petite charte sur les 10 principes qu'il recouvre. Le document fait 12 pages, je vous en fais grâce, mais regarde, du point de vue des enfants, ils ont écrit « Pour grandir sereinement, j'ai besoin qu'on m'accueille quelle que soit ma situation et celle de ma famille. J'avance à mon propre rythme et je développe toutes mes facultés en même temps. Pour moi, tout est langage, corps, jeu, expérience. J'ai besoin que l'on me parle de temps et d'espace pour jouer librement et exercer mes multiples capacités. » Vous reconnaissez tout ce que vous faites, etc. etc. Dans ce document est abordé plusieurs points que je n'ai pas le temps de développer. Par exemple, le rôle des professionnels de la petite enfance sur la construction de l'identité sexuée des enfants.
Par exemple, les questions hommes-femmes, égalité hommes-femmes, etc. Alors, vous le voyez, l'enjeu est d'avancer maintenant sur une meilleure identification, identité et visibilité de l'enjeu de l'accueil du jeune enfant et des métiers qui y concourent. Appartenir à un domaine. Et pour cela, il faut tendre des passerelles entre les métiers, mais aussi rapprocher les savoirs académiques, la recherche et les savoirs expérientiels. Vous savez que les modes d'accueil se sont construits d'abord par les mains. Ils se sont créés par la situation qui a fait qu'il a fallu accueillir des enfants et s'en occuper. C'est donc par les mains des professionnels de terrain que les modes d'accueil ont été engendrés et qu'aujourd'hui on peut avoir des travaux, y compris de recherche et académique. Et j'insiste là-dessus parce qu'il y a des gens qui oublient ça et qui arrivent d'une création académique hors sol et qui viennent expliquer à des professionnels ce qu'ils ont à faire, en oubliant que le matériel théorique qu'ils ont entre les mains est né du jardin, pour revenir à l'image que j'ai évoquée tout à l'heure. On avance. Alors avec quoi on accueille des enfants? On accueille des enfants bien sûr avec une formation, des métiers, des connaissances, mais on accueille aussi bien sûr avec sa propre histoire. On accueille aussi des enfants, et c'était avec des ancêtres. Nous avons des ancêtres de la connaissance de l'enfant. Alors, j'ai pas le temps là, mais on a ouvert à l'université en France une formation pour les professionnels de l'accueil du jeune enfant. Et on a démarré ça la semaine dernière. C'est une grande première puisque l'université accueille des gens qui n'ont pas le baccalauréat, etc. Et une formation, tous les métiers ensemble. On a fait le coup d'essai, le pilote, la semaine dernière avec le professeur Bernard Goll. C'est un certain nombre de gens. Et en fait, nous avons fait une galerie des ancêtres de la connaissance des jeunes enfants. Et je ne vous la passe pas, la galerie des ancêtres, mais c'était le sens de mon intervention tout à l'heure sur l'histoire des pédagogies, etc. Quand vous vous occupez des enfants, vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. Et les outils de travail qui vous sont transmis dans vos formations, eh bien, ils remontent à loin. Et ils remontent notamment à la période de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. C'est pas pour rien qu'on s'est penché sur le jeune enfant, qu'on a remis en cause toutes les pédagogies et toute l'approche de l'enfant après les ravages de la guerre. Puisque vous savez comme moi que travailler avec des jeunes enfants, ça nous met en contact avec la question de qu'est-ce qu'un humain. Et que les travaux dont nous héritons aujourd'hui, ils ont été initiés autour des enfants orphelins, placés faute de parents vivants, des enfants déplacés, etc. Et puis la deuxième vague, c'est les années 45, pour les mêmes raisons. Et c'est vraiment quelque chose aussi qui m'apparaît fortement, c'est que les professionnels qui s'occupent des tout-petits ne peuvent pas faire l'économie de se demander mais comment ça marche un humain, quoi. Parce que quand on les regarde, les enfants, ils ne sont pas toujours aussi mignons qu'on voudrait quand même. Hein? Et on voit bien à l'œuvre la pulsion de vie et la pulsion de mort. On voit bien à l'œuvre les enjeux d'agressivité. On voit bien à l'œuvre la mise en place des rapports de domination. On voit bien tout ça exister. Et pourtant, on accompagne ça pour faire en sorte que les pulsions ne se déchaînent pas trop. Alors, on travaille aussi avec des représentations individuelles et sociales, et je vais en épingler une ou deux dans mon exposé. On travaille aussi avec un contexte institutionnel, ça vous savez très bien ce que ça veut dire, et donc dans un contexte politique, culturel
culturelle et locale. J'ai adoré hier après-midi la façon dont votre conseillère d'État, je crois, et votre élu local, était capable de dire cette expérience est dans tel quartier, cette expérience est dans tel autre. Parce qu'à la fois c'est l'infiniment grand, mais aussi l'infiniment petit, on est obligé de s'ajuster, et c'est souhaitable à l'endroit où on travaille. On avance. Alors, travailler avec des jeunes enfants, c'est faire des liens, je le disais tout à l'heure, entre le passé, le présent et le futur du bébé. En néonatal, on a une chance inouïe. Les recherches qui ont le plus progressé sur les enfants ces 30 dernières années, ce sont celles qui portent sur les enfants de moins de 3 ans. Donc là, c'est la cour de récréation des curieux, franchement. Même si au nom de ces recherches et des neurosciences, on raconte beaucoup de bêtises, mais j'ai pas trop le temps là aujourd'hui de démonter les bêtises, mais voilà. Simplement, il y a quand même des mots-clés de choses qui ont été démontrées, c'est-à-dire que les pédagogues le savaient, les psychologues le savaient, voilà. Mais aujourd'hui, avec les recherches un peu plus fines et les outils technologiques qu'on a et les neurosciences, on a démontré quoi? Les appétences langagières. On a démontré que l'enfant est capable, dès les premières semaines de distinction affective. On a démontré la plasticité cérébrale. Vous savez ce que c'est que la plasticité cérébrale? Vous avez travaillé là-dessus dans l'école, j'imagine. C'est le fait que le cerveau, il ne détermine pas tout, mais surtout que le cerveau, il se transforme en fonction de ce qu'on vit. C'est pour ça qu'il y a des malentendus. Quand on vous dit que, par exemple, les enfants hyperactifs, ils ont des choses dans le cerveau et que c'est neurologique, alors qu'en réalité, suivant ce qui leur arrive, après quelques années de situations d'agitation, etc., eh bien, effectivement, il y a des connexions neurologiques, il y a des configurations. En fait, nous portons l'empreinte de ce que nous vivons, y compris dans notre cerveau. On a aussi l'épigénèse. L'épigénèse, ça veut dire que l'environnement peut transformer la façon dont nous allons actualiser notre équipement génétique, notre donne génétique. C'est-à-dire que les travaux permettent de dire que l'environnement est majeur dans le devenir d'un être et de sa descendance. La néoténie, etc. Les autres points, autre recherche magnifique, c'est la façon dont les bébés sont équipés de capteurs de transformation, de changement rythmique. Ça, c'est extraordinaire parce que vous, dans votre travail, vous savez, vous dites, il faut une personne de référence. Vous dites, il faut que ce soit plutôt les mêmes personnes qui s'occupent des mêmes enfants, qu'il ne faut pas que les enfants passent trop d'une professionnelle ou d'un professionnel à l'autre. Eh bien, ça, c'est parce que vous avez l'intuition que les enfants vont effectivement pâtir des transformations. Eh bien, on a démontré qu'ils sont équipés de capteurs de transformation rythmique, c'est-à-dire que tous les portages, évidemment, ils les repèrent, les transformations, etc. On avait beau le savoir, c'est pas mal que ce soit démontré. Et puis, voilà. On avance. Alors là, vous reconnaissez ce que vous faites. Ce que vous faites, c'est que vous faites marcher la pendule de la spirale de vie des enfants avec 5 aiguilles à la fois. Se sécuriser, la confiance de base, prendre soin de soi, une puériculture qui prépare l'autonomie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a aussi besoin des métiers paramédicaux dans les modes d'accueil, de soins d'un certain type, parce que moi je dis toujours, ça donne des bonnes habitudes aux enfants si on prend soin gentiment, avec respect, éthique, de leur corps, de leur confort, de leur bien-être. Ils vont s'habituer à se sentir bien et ils seront les meilleurs protecteurs de leur propre bien-être, confort, etc. Et ce que l'on remarque dans les endroits où on s'occupe aussi bien que cela des enfants, c'est que les enfants sont attentifs au bien-être des autres.
C'est-à-dire qu'on voit des enfants venir à la rescousse d'un petit camarade, etc. Se repérer dans ses relations, s'identifier, j'ai pas le temps de développer, vous le savez ce qu'il y a derrière. Se déployer et apprendre, la vitalité découvreuse et ludique, la fameuse pulsion épistémophilique. En fait, les enfants, ils sont faits pour apprendre. Il n'y a pas besoin de leur dire, il n'y a pas besoin de leur donner sans arrêt des jouets pédagogiques. Hein? J'ai dans le collimateur un jouet en ce moment, j'ai des fixettes comme ça à un certain moment. C'est un escargot transparent avec le couvercle et on peut y mettre des formes. Il est plutôt bien ce jouet, mais la première fois que j'ai découvert, on y met la forme, etc. Et l'enfant est content parce qu'il arrive à glisser sa forme et puis il voit à travers. Donc ça, c'est un peu montessorien comme truc, un peu modernisé, mais bon. Sauf que quand il veut aller chercher les formes, il ouvre le couvercle. Et là, on entend c'est quand même une entreprise de crétinisation. Je passe. Ben oui. Je passe sur le travail sur l'oreille des enfants, hein, sur l'aspect culturel de la chose, mais surtout le petit qui était en train de faire ça, lui, à ce moment-là, surtout j'ai été mise en alerte parce que avant qu'il ouvre, il a commencé, et ça je l'ai déjà dit en conférence plusieurs fois, ça m'a frappé, il a commencé à faire ça sur sa couche. Et je me suis dit, mais pourquoi il fait ça? Et en fait, il avait l'habitude. Il était déjà conditionné, c'est comme le chien de Pavlov, il salive avant que la cloche sonne, quoi. Il commençait à danser, donc, et alors ça c'est un exemple, mais il y en a des centaines. Les choses qu'on tourne, où il y a un début de comptine. Au clair de la lune, mon ami Pierrot, il tourne. Et hop, non mais... Et on vous parle de stimulation précoce des capacités, des compétences des enfants, hein. Donc c'était bien ce matin d'entendre parler de jeux libres, de ne pas mettre trop d'objets entre les mains des enfants, qu'ils aillent jouer avec des petits riens pour pouvoir faire des grandes choses avec leur tête et leur cœur. Alors, des principes d'approche des enfants. Et oui, on travaille avec des principes. Alors plutôt que ce soit des principes normatifs, autant que ce soit des conceptions d'approche de l'enfant. Je n'ai pas trop le temps de développer. Mais quand même, sur la prime éducation, un mot. Pourquoi la prime éducation? Eh bien, je reviens sur Vallon. Vallon qui avait isolé une capacité chez l'enfant, qui est l'attribution à autrui de caractéristiques qui sont à soi. Alors normalement, c'est quelque chose qui passe avec l'âge. Alors il y a beaucoup de gens pour qui c'est jamais passé, hein. Et ça suppose d'avoir une conscience que l'autre est différent de soi. Alors l'exemple tout simple que vous pouvez observer quotidiennement avec des jeunes enfants, c'est que vous en avez un qui tape l'autre, puis qui vient, voilà, Baptiste tape Jérémy et il queen. Ou bien vous ne savez plus si c'est Baptiste qui a tapé Jérémy ou Jérémy qui a tapé Baptiste. Vous ne savez plus parce qu'eux-mêmes ne savent pas. Et à un autre moment, le même enfant qui perd tous ses repères, parce qu'il est en situation de tension, d'agressivité ou qu'il y a une charge émotionnelle, c'est le même qui peut être tout à fait en avance par ailleurs, et qui est capable de parler couramment, qui est capable, dans la seconde qui précède ou qui suit, d'être attentif à un autre, d'aller lui ramener son doudou, d'être collaboratif, hein. Et ce qui est important à savoir, c'est que chez les tout petits, eh bien, parce qu'en fait, ce qui me gêne, hein, c'est qu'on entend de plus en plus des gros mots dans les modes d'accueil de la petite enfance, du genre, il faut leur apprendre à contrôler leurs émotions. Il faut leur apprendre à supporter les frustrations. J'aimerais bien vous y voir. D'ailleurs, on n'y arrive pas, nous. Hein. Il faut qu'ils respectent les limites. Alors, moi, je veux bien que ce soit un projet.
éducatif à long terme. Mais la différence entre l'éducation et la prime éducation, c'est qu'avec des tout petits, nous savons que lorsque nous accompagnons les enfants pour qu'ils acquièrent un mécanisme, nous sommes là pour leur tenir la main, pour qu'ils aillent le construire, ce mécanisme, mais pas pour attendre le résultat dans l'ici et maintenant. Oui, on peut dire qu'il ne faut pas monter sur les tables. Non, on ne dit pas, celui-là, vraiment, il est transgresseur quand il recommence pour la 15e fois. D'abord, moi, je comprends que les enfants montent sur les tables parce qu'il n'y a plus rien pour grimper dans les crèches. Hein? Je vous parle de ça parce que, quand même, grandir, c'est monter, hein. Le développement d'un enfant, c'est un truc tridimensionnel. Ça va en expansion verticale, horizontale, toujours plus d'espace, toujours plus de bruit, toujours plus de force. Et ça va en profondeur, toujours plus de curiosité, de besoin d'élaborer, de réfléchir, de penser, y compris la relation humaine. Et d'ailleurs, les enfants expérimentent les objets, les espaces, les limites, comme vous dites, mais ils expérimentent aussi ce qu'il y a en vous. Et le principal terrain de jeu des enfants, c'est quand même bien les adultes qui s'occupent d'eux. Quand ils vous poussent, hein, quand vous dites « il me pousse à bout », alors ça, c'est dans les équipes où on travaille bien, on a le droit de le dire. Hein. Dans les équipes où on travaille moins bien, on dit il est vraiment nerveux en ce moment, hein. Est-ce qu'il a bien dormi, madame, cette nuit? Parce qu'alors en ce moment, il mange bien, il dort bien, à la maison, tout va bien, hein. Si on a déjà réussi à faire ce que j'appelle le travail de la réflexivité professionnelle, eh bien on en parle d'abord avec les collègues et on dit comment tu le trouves en ce moment, parce qu'alors moi là, c'est chaud, c'est chaud. Et ça m'amène à aborder avec vous un autre point. On avance. Un autre point qui... On avance encore, je n'ai pas le temps de développer. Voilà. Alors, les liens dans les modes d'accueil. C'est ce que j'appelle le magasin des représentations. Nous avons, et c'est normal, des représentations mentales qui nous viennent, comme je le disais, de nos histoires singulières, de notre milieu d'origine, de vie, de qui on est marié, comment ça se passe, etc. Mais aussi des représentations dans lesquelles il faut mettre un petit peu d'organisation. Et dans le travail avec les familles, il y a un enjeu évidemment de mettre en lien des statuts et des fonctions différentes et de trouver les bons outils de travail. On avance. Alors, je voudrais épingler, je le disais tout à l'heure, j'épinglerais bien un domaine, une des représentations qui est le fait que les métiers d'accueil de la petite enfance, toute la culture intellectuelle, je dirais, de ces métiers prend appui sur le lien primaire mère-bébé, au détriment d'autres modèles. On a vu ce matin, vous l'avez vu, hein, vous savez que dans d'autres cultures, on voit les choses autrement, que c'est beaucoup plus partagé, que c'est beaucoup plus circulaire, etc. Mais nous, on a quand même une histoire de nos connaissances qui s'est inaugurée sur la carence, sur les, je vais parler des enfants pouponnières, c'est Spitz, c'est Bowlby, etc. Et effectivement, on s'est mis à observer les enfants dans les années 50, au moment où, en tous les cas en France, les femmes qui avaient pourtant tout fait tenir pendant la guerre étaient plutôt avec leurs enfants. C'était les années Moulinex libère la femme. Et les recherches eh bien, sont allées observer des bébés et les ont observés évidemment là où ils étaient, le plus souvent à la maison et le plus souvent avec leur mère. Alors du coup la focale, elle a été posée sur ça. Et
Et de ça ont découlé un certain nombre de travaux, notamment dans ma discipline que pourtant j'adore, mais je crois qu'il faut aussi qu'on sache là où nous nous sommes trompés. Et il y a eu comme une sacralisation du lien mère-enfant et le lien d'un certain type de lien mère-enfant. Et ce lien mère-enfant est venu servir de modèle à ce qu'il faudrait faire de bien avec les enfants. Eh bien moi j'interroge ça. Et puis, le lien mère-enfant est toujours présenté comme un truc qui est super. Alors, je n'ai pas le temps de vous faire la galerie des portraits, hein, des madones à l'enfant et autres. Hein. Vous le savez si vous avez été mère. Vous le savez dans votre inconscient parce que vous avez eu des mères. Et vous le savez si vous regardez bien autour de vous, c'est quand même pas un long fleuve tranquille. Hein, cette histoire. Et pourtant, c'est pas si mal quand même. Mais enfin bon, l'ambivalence, c'est quand même un concept sur lequel il ne faut pas oublier de se pencher de temps en temps. L'ambivalence, ça veut dire que à la fois, on est heureux et bien, on est dans un investissement heureux, je dirais, de la relation à son enfant, et en même temps, eh ben, on sature, on fatigue, on déprime, on ne sait pas pourquoi on est malade, etc. Alors, dans ce travail qui est fait sur le lien, je voulais en tout cas faire en sorte qu'on n'oublie pas, hein, faire en sorte qu'on ne soit pas dans le déni des ambivalences de relations avec les enfants dont nous nous occupons. Et aussi dans le déni de l'évolution, des évolutions sociétales, et notamment des transformations du rapport entre les hommes et les femmes, entre les pères et les mères, et du rapport donc entre les femmes et les enfants, les hommes et les enfants. Alors, je regarde la pendule. Peut-être avançons. Juste se rappeler ou noter dans vos notes, hein, d'aller revoir, réviser un petit peu. Chez Freud, Freud lui-même ne parlait pas de la mère. Il parlait du Nebenmensch pour l'enfant. Ça se traduit la personne secourable. Il y a l'idée que pour un petit humain qui naît extrêmement inachevé, c'est la néothénie, il faut qu'il y ait au moins un autre humain qui soit capable de se mettre dans un état spécifique de vulnérabilité, d'hypersensibilité, parfois à tonalité légèrement dépressive, car c'est à ces conditions-là qu'on peut communiquer avec un tout petit. Et cet état permet de retrouver la polysensorialité que nous avions quand nous étions nous-mêmes bébés. Cet état permet d'être capable de capter les signaux ténus des tout petits enfants qui ne parlent pas encore. Et cet état-là garantit la survie physique et psychique des tout petits. Pour vous donner un exemple, qu'est-ce qui fait qu'une accueillante qui est en réunion d'équipe à la crèche, à un moment donné, se lève et dit « je reviens » et va dans le dortoir, où elle trouve un enfant hyper fiévreux, qui ne pleurait pas, qui était dans son sommeil, mais qui était transpiré. Qu'est-ce qui fait ça? Eh bien, c'est en aucun cas que les accueillants ont un instinct maternel. Ça n'a rien à voir. Et la mère ou le père qui la nuit se réveille et va voir le berceau au moment où il a eu raison d'aller voir le berceau, c'est pas non plus l'instinct. D'accord? C'est qu'il y a une hypersensorialité, c'est des capteurs réceptifs qui s'ouvrent. Hein? Et du coup, c'est subtil, c'est délicat à définir, mais c'est ça. Mais ça n'a rien à voir avec de l'instinct. L'instinct, c'est de la programmation par l'espèce. Or, il y a des femmes qui sont pas en état d'être le Nebenmensch de leur enfant. On avance les diapos.
Alors, c'est bizarre, vous ne pouvez pas revenir en arrière un peu? Il manque un truc. Non, on avance, on avance, en avant, en avant. Top, 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 on revient à Winnicott. Voilà. On recule, encore. Voilà. Vous connaissez votre Winnicott sur le bout des doigts, j'en suis sûre. Moi, je connais mon Dolto aussi, j'adore. Winnicott, c'est pour vous dire que l'ambivalence a déjà été travaillée. Hein. Winnicott, il parlait de la préoccupation maternelle primaire pour décrire cet état que je vous ai décrit tout à l'heure. Mais il disait lui-même qu'il n'y a pas que la mère qui peut être à cette place-là. Et le même Winnicott parlait de folie maternelle. Hein? C'est bien là qu'il faut ne pas toujours penser avec des idéaux. Voilà. Et puis quand je disais que cette sacralisation du lien mère-enfant se fait au détriment d'autres modèles, on commence à y venir, mais dans nos cultures occidentales, on a l'habitude de dire que le bébé est relié à sa mère pendant la grossesse par le cordon ombilical. Hein? C'est une représentation, c'est typiquement culturel. Dans d'autres cultures, on sait qu'il y a un placenta. Je vous rappelle que le bébé, il n'est pas relié à la mère par le cordon. Il est relié à son placenta. Hein, et qu'on parle aussi de barrière placentaire. Je n'ai pas le temps de développer cela, mais je dis aussi que lorsque l'enfant naît et qu'on expulse le placenta, on parle pour les femmes de délivrance. Hein? Donc, c'est quand même bien qu'il y a un enjeu de liberté quand même dans la maternité, mais aussi, je dis que l'enfant, quand il naît, emporte son placenta, c'est-à-dire qu'il commence déjà à faire sa valise et que c'est le moment de se préparer au futur, c'est à savoir qu'il va faire sa valise. Et que donc, la relation, elle n'est pas éternelle et sacrée. Hein. Il y a de la séparation, y compris dans la grossesse et la fusion biologique. Ce qui fait que je préfère pour les enfants parler de grands proches du bébé. Chaque petit humain a besoin de son grand proche. Et il s'avère que dans les modes d'accueil, les personnes de référence, le travail en équipe, la cohérence des soins, la continuité des soins, la structuration des repères, etc., c'est cette fonction de grand proche pour l'enfant. On avance. Alors, les liens parents-enfants. Les liens parents-enfants, ça fait des années qu'on nous dit et qu'on bassine, et moi la première, sur le fameux triangle parents-enfants-professionnels. Tisser des relations de confiance, être dans une complémentarité, il faut qu'il y ait une coéducation, faire une place aux familles. On pourrait la chanter, hein. Alors moi j'attire votre attention sur le fait que c'est pas un triangle et que c'est un quadrilatère et qu'il faut se pencher sérieusement sur le triangle du bas, du petit schéma, à savoir que les relations entre parents et professionnels sont très largement déterminées et donc vont se répercuter sur ce qui se passe avec l'enfant par l'institution, le cadre dans lequel vous êtes amené à vous occuper des enfants. Il est toujours bon de se souvenir que le lien entre parents et enfants est déterminé par les caractéristiques du lien de filiation, que la filiation prend des formes différentes selon les cultures. Il est bon de se souvenir qu'entre parents et enfants et professionnels, c'est un lien de réalité, et qu'il y a aussi un lien de réalité entre les parents et leurs enfants. Le lien de réalité, c'est simplement comment on s'en occupe, qu'est-ce qu'on fait, etc. Et qu'il y a un lien professionnel entre professionnels et enfants qui est construit à partir des outils, etc. Par contre, ce que vous allez faire avec les enfants, je le disais tout à l'heure, n'est rendu possible que parce qu'il y a un transfert parental. Il y a un mandat parental qui est transféré sur vous. Autrement dit, vous n'avez l'honneur et le plaisir de vous occuper des enfants que parce que les parents vous les confient. Et que quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, c'est cette délégation qui rend asymétriques les relations autour de l'enfant entre les parents et les professionnels.
Et ensuite, tout s'enchaîne quand on arrête de penser qu'il y a des symétries, des réciprocités, etc. et que c'est complémentaire. J'ai pas le temps de développer, mais voilà, juste des pistes de réflexion. Il faut clarifier ce triangle relationnel et repérer qu'il y a une nécessaire convergence entre le projet éducatif parental et le projet de travail du professionnel. On dit aussi, ça c'est Pichler, que le narcissisme des parents, la valorisation des parents se fait grâce à l'enfant, mais que le narcissisme des professionnels se fait sur le travail bien fait avec les enfants. C'est-à-dire que la bonne image de soi, pour les professionnels, elle vient de la manière dont on pense que l'on travaille avec les enfants. C'est l'amour du travail bien fait. Alors, il y a ce concept de surprise éducative. La surprise éducative, c'est Philippe Mérieux, c'est le pédagogue Philippe Mérieux. Je dis souvent, parce que ça a marqué ma formation à l'université, que je ne comprenais pas tout ce qui m'était enseigné, loin s'en faut, mais qu'il y a eu un film qui est passé en noir et blanc, c'était vraiment, c'est pas le Moyen-Âge mais presque, ça crépitait dans l'amphi. Il y avait un type qui parlait, je ne savais même pas qui c'était. J'ai entendu cette phrase, vous m'avez peut-être entendu déjà redire en conférence. Le monsieur disait: le sens de notre existence s'éclaire à la lumière des rencontres de notre vie. J'ai su des années après que c'était Denis Vaz, qui est psychanalyste et qui a ouvert la 2e maison verte en France à la suite de Françoise Dolto. Et je vous la refais, le sens de notre existence, c'est la donne. Nous arrivons dans un pays, dans une famille, dans un état, c'est la donne. Elle s'éclaire, cette donne, à la lumière des rencontres de notre vie, c'est-à-dire le sens des éléments dont nous disposons va s'éclairer plutôt là ou plutôt là, et ça va orienter nos trajectoires. Eh bien, je crois vraiment que c'est toute la fonction des professionnels de la petite enfance que de s'organiser pour être de bonnes rencontres pour les enfants. Et c'est toute la fonction et toute la responsabilité des États que de faire en sorte que pour les enfants et tous les enfants d'un pays ou d'un canton, eh bien, on mette en œuvre le maximum pour que dans les institutions et dans les services, ils fassent plutôt des bonnes rencontres que des mauvaises. Ça veut dire des rencontres qui donnent du sens à ce qu'ils sont, là où ils sont, ce qu'ils font et ce qu'ils vont devenir. Les convergences nécessaires, une clarté sur les positions, les asymétries, et donc c'est dans ces asymétries pensées et dans le partenariat et dans le fait que les parents sont dans des organisations et représentés, etc., qu'il y a un écart, travailler, parler, etc. Mais dans cet écart, l'enfant va frayer un espace où il va pouvoir découvrir, grâce à cet écart, d'autres façons de le regarder, de lui parler, d'être avec lui, qui vont lui permettre de déployer des potentialités qui ne se déploieraient pas s'il n'y avait que la famille ou s'il n'y avait que les institutions. On avance. L'inclusion, je ne développe pas, vous savez que c'est un vaste chantier. Et l'inclusion, ça ne suffit pas de dire on ouvre pour tout le monde. Il faut aller au-devant, aller chercher, ça a été un peu abordé, notamment hier sur les personnes qui arrivent, voilà. Passer de l'interculturel au transculturel, c'est la conférence de ce matin, on avance. On avance.
Alors on accueille en vertu des grands principes. Vous connaissez la chanson, hein? Elle allait au Louvre avec Philippe en vertu des grands principes, mais faisait l'amour avec Armand en vertu des grands sentiments. C'est Brassens. L'accueil en vertu des grands principes, des modes d'accueil inclusifs, dépersonnalisés, ludiques, réflexifs, ouverts sur le monde, qui encourage chez l'enfant sa vitalité découvreuse, son désir d'apprendre et de se socialiser. Ce sont des grands principes, mais si on les met en musique, c'est un peu comme faire l'amour avec Armand en vertu des grands sentiments. On avance. Alors, les liens humains, désolé pour la faute d'orthographe, eh ben, les liens humains, au fond, il ne faut pas chercher à ce qu'ils soient ce qu'ils ne sont pas. Il faut un espace d'illusion nécessaire, il faut des grandes valeurs, des grands principes, des grands espoirs, mais il faut aussi accepter que ce soit imparfait, savoir qu'il y a une conflictualité intrapsychique, qu'on est souvent écartelé, qu'on est souvent pas tout à fait comme on voudrait être, que nos réflexions ne sont pas tout à fait alignées sur nos pensées, que nos sentiments ne sont pas toujours alignés sur nos gestes, et qu'avec des petits, c'est embêtant parce que comme ils sont guetteurs, capteurs, fulgurants, ils repèrent tous les endroits où c'est non aligné. Alors ils ne vont pas en mourir quand c'est un peu non aligné. Là où ça ne va pas, c'est quand c'est complètement discordant. Et la discordance, elle vient pour moi aussi notamment dans le fait qu'il y a des principes, il y a des projets éducatifs, des projets de travail qui sont des copier-coller. D'ailleurs, certains m'ont piqué des trucs de mes conférences, ça m'énerve un peu. Et c'est tout parfait sur le papier, hein? Et puis on montre ça aux parents, puis on donne ça aux parents, puis dans la réalité, ça n'a rien à voir. Alors ça, c'est des distorsions, et ça, c'est tout à fait nocif. Et puis, il y a une conflictualité institutionnelle. Je n'ai pas le temps de développer là. C'est tout le chapitre du rapport sur la plasticité cérébrale et sensible des équipes au travail. Je vous invite à le lire. Et puis, il y a les conflits d'intérêts. Oui, on veut faire les choses bien pour les enfants, mais non, on ne veut pas sortir l'argent nécessaire, etc., etc. Oui, on le sait qu'il faut qu'ils soient en contact avec la nature, mais non, on ne prendra pas, on n'aura pas les moyens ou le courage de modifier les normes d'établissement, de sécurité, etc., etc. Hein? On avance. Cette plasticité cérébrale, sensitive, c'est comme une philosophie des savoir-faire. Il faut être fier de vos savoir-faire quand ils sont pensés à plusieurs, articulés à des soubassements, des références théoriques. Mais ne soyez pas asservis à tous ces conseillers, consultants et autres vendeurs de méthodes qui vous disent comment vous devez faire. Commencez toujours par ne pas lâcher sur au nom de quoi je dois le faire, pourquoi il faut le faire et où ça mène. Ensuite, c'est tous les enjeux de réflexivité sur la pratique. Je n'ai pas le temps de développer, mais vous le savez, une équipe au travail est une équipe qui réfléchit tout le temps. Il faut pouvoir se parler, il faut pouvoir ne pas être jugé quand on se lâche en réunion, et il faut pouvoir avoir des intervenants qui sont un peu externes, parce que quand il y a quelqu'un qui vient d'un peu, pas tout à fait de l'intérieur, à ce moment-là, des choses peuvent se dire et être pensées autrement. Et puis, le professionnel de terrain est un chercheur du quotidien. Hypothèse, expérimentation, observation, remise en question, application. Vous procédez de la méthode expérimentale. Il faut pouvoir se le dire, en être conscient et le travailler. On avance. Alors là, passer du sécuritaire au risque, à la culture du risque mesuré. Ce matin, je buvais du petit lait en écoutant l'intervention sur la nature, à voir que les enfants peuvent grimper, sauter, monter, descendre, etc. J'en peux plus.
J'ai 30 ans d'expérience et en 30 ans, j'ai vu descendre et diminuer les hauteurs de toboggan. J'ai vu disparaître les bacs à sable. J'ai vu arriver les pelouses en plastique vert. Tout est caoutchouté. C'est terrible. Et quand je me balade à travers la France et le monde, les équipements sont les mêmes. Il y a ce fameux bois peint, tout est bois plastique, on ne sait pas, c'est tout arrondi, ça glisse, c'est du lavable, nettoyable. Vous savez que derrière tout ça, il n'y a pas que des professionnels qui obéissent à des parents qui veulent la sécurité, l'hygiène, à l'enfant zéro défaut, zéro bobo, etc. Il y a les normes européennes. Voilà. Alors, dans cette mission, j'ai préconisé qu'on mette à plat pour la France les normes d'établissement, etc. Ça a été fait. Le gouvernement a fait un tri entre ce qui est obligatoire et ce qui n'est pas obligatoire. Déjà, c'était pas mal de séparer les deux. Mais le problème, c'est que dans les crèches, on subit les contraintes des normes de locaux qui reçoivent du public. Alors ça, je n'ai pas le temps de développer, mais alors c'est quand même un poème. Alors, le public, hein, les enfants, hein, le public, c'est pas le public des enfants, c'est des enfants d'abord. Alors juste, en guise de sourire, parce que sinon je me mettrais très en colère, je supporte plus cette asepsie pédagogique. Quelques photos ailleurs, juste, voilà, une petite photo de vacances, on avance. Et bien voilà. C'est des roues, c'est des pneus de mobilette. Vous voyez mal, hein, c'est des pneus de mobilette qui sont accrochés. C'est une crèche-école en Birmanie. J'étais en vacances, mais j'ai visité plein d'endroits comme ça. Je me suis régalée. Et ça fait à peu près 2,70 m de haut. À un moment, ils étaient 10, juste accrochés à ces pneus de mobilette ficelés. Hein. Et puis, ben voilà. Et puis des enfants qui sont dans la montagne et qui sont au bord d'une pente et qui sont là, à ramper, qui marchent à peine, qui sont au bord de la pente, qui approchent et qui n'y vont pas. Parce que la meilleure protection des enfants, c'est qu'ils rencontrent eux-mêmes les éléments, le chaud, le froid, le haut, le bas, le creux, le lisse, etc. Et ils ont les capacités, Hein. Mais si on continue à les ficeler sur les sièges auto, les machins, ils sont tout le temps ficelés, assis, attachés, etc., ils ne risquent pas de les découvrir. Dernière image, c'est vrai qu'elles ne sont pas terribles mes photos, mais bon, je fais discret. Eh bien là, vous ne le voyez pas, mais chacun son environnement naturel, c'est tout simplement le sous-sol d'une maison, d'une famille birmane, qui ouvre sa porte de sous-sol, parce que quand madame cuisine, elle vend éventuellement quelques repas à ceux qui passent. Et j'ai vu ces bébés, derrière il y a une mobilette, des bidons d'essence, un tabouret, un tracteur, un sac de riz. Et il est serein, il y a du monde, du bruit, et le bébé est totalement serein. C'est pas un modèle. C'est pas un modèle. Je ne dis pas qu'il faut mettre tous les enfants entre la mobilette et dans le garage. Je dis, attention, si c'est filmé, je dis simplement qu'on peut penser autrement l'accueil du jeune enfant. Et c'est avec plaisir que je suis venue aujourd'hui vous présenter ça et vous annoncer que cette mission... Elle avance en France, il y a des choses qui se mettent en place, même s'il y a eu un changement de gouvernement, et qu'un livre va sortir le 6 octobre pour mettre à la disposition de tous ces éléments-là. Voilà, je vous remercie de votre attention. Bonjour. Moi, je voulais tout simplement vous dire merci pour votre franchise, pour avoir transporté votre travail
nous l'avoir montré de façon simple et d'avoir dit des choses que souvent on se retient de dire, mais qu'on pense très fort. Donc voilà, juste un grand merci et puis bonne suite. Merci aussi pour votre conférence. Moi, j'avais juste une question par rapport à... Vous avez parlé 2 fois de penser la prime éducation vs l'éducation, enfin la logique de la prime éducation. Je n'ai pas bien compris ce que ça voulait dire en fait. Ce que ça veut dire, c'est que on doit juste être conscient que l'enfant est en train de construire. Il prend des petites pièces d'un puzzle, il ajuste 2 pièces, 3 pièces d'un mécanisme que la maturation va faire, va compléter. Et on ne doit pas être dans l'attente de résultats éducatifs, de comportements normés, socialisés, voilà. C'est vrai qu'il faut dire à l'enfant, dis merci, dis bonjour, dis au revoir, bien sûr, c'est partie de... Et en même temps, l'objet qu'on retient dans la main tant que le merci ne sort pas, c'est une rétorsion. Ça n'est pas un accompagnement de sa capacité à entrer dans les codes du monde qui l'entoure. Voilà, c'est juste ça. Je ne sais pas où est la personne qui parlait. Oui, merci. On n'entend bien. Oui, vous m'entendez? Oui, merci. Ah, j'essaie. Oui, merci encore pour votre intervention. Juste par rapport aussi à la prime éducation, une première question, jusqu'à quand on parle de prime éducation? Et deuxième question, vous avez parlé d'adultes, des références, et vous avez fait le lien avec que les enfants sont dotés des capteurs de portage. J'aimerais vous entendre davantage, s'il vous plaît. Merci. On arrête. Oui, bien sûr, la prime éducation, mais je pense que tout le monde a compris. C'est vraiment c'est en soi une conférence, ça. Hein. Ce que, simplement, par contraste, ce que je vise, c'est la surcognitivisation de la petite enfance. Une photo que je ne vous ai pas présentée, c'est autour de la scolarisation des enfants avant 3 ans en France. Le gouvernement, le ministère de l'Éducation nationale veut absolument que les enfants de milieux défavorisés puissent fréquenter l'école avant 3 ans, pour les enfants notamment qui n'ont pas de mode d'accueil, et a préparé une campagne avec une affiche. Et finalement, sur l'affiche, il y a des petites tables. Il y a un enfant assis à chaque table. Eh bien, ça, c'est l'envers de la prime éducation, puisque c'est qu'on considère que le petit est un adulte en miniature, que c'est un bonsaï psychologique, et que c'est donc un pré-élève, un pré-adulte. C'est ce que disent les parents, banalement, quand ils disent « je veux qu'il aille à la crèche pour le préparer à l'école maternelle ». Les enfants n'en peuvent plus d'être propulsés en avant dans leur âge par le fait qu'on veut les préparer à l'étape d'après tout le temps. Ils ont besoin d'être pris dans l'ici et maintenant de leur être, de leur capacité, de leur potentialité. C'est l'idée de dire mais on se calme, on travaille mieux pour ensuite, pour après, si on est dans la présence de là où il en est, ce qu'il fait, etc. Ce matin, l'intervenant disait, quand ils grimpent, il faut arrêter de leur dire « ouais, super », etc. Les professionnels de la petite enfance ne sont pas des coachs. C'est un peu ça, la prime éducation, c'est pas « ouais, super », du genre réussite, échec, échec, réussite. Non. C'est tu as mis ton pied à cet endroit et regarde comme tu es monté haut, mais je préfère quand même que tu te tiennes avec ta main en même temps.
temps, hein. Voilà, c'est ça, la prémédication. Et puis sur les travaux, je vous propose de regarder chez les cognitivistes, et on a en France un laboratoire qui fait du très bon travail, c'est le laboratoire de Nanterre, où travaille Maya Gratier. Vous regarderez les travaux de Maya Gratier, G-R-A-T-I-E-R, et les travaux de Olivier Houdet, H-O-U-D-E. C'est par exemple ces travaux-là, mais il y en a plein. Et vous avez sur Internet, alors si vous vous intéressez aux recherches sur la périnatalité, etc., vous avez sur Internet un accès, je crois qu'il doit être libre maintenant, à toutes les conférences d'un colloque de Cerisy. Nous étions une 50aine de spécialistes enfermés pendant une semaine. Ils sont libérés. C'est-à-dire que moi, on ne me libère pas, c'est de nature que je me libère, mais... Mais c'était complètement pluridisciplinaire, c'est-à-dire que voilà, il y a les repas, les petits déjeuners, etc., etc. Et l'organisateur, vous regarderez, Michel Dugnat, D-U-G-N-A-T, a eu la bonne idée de faire filmer les conférences. Il va maintenant être en accès libre. Il faut aller sur ARIP, A-R-I-P, c'est l'association pour la recherche, etc. Et vous tapez colloque de Cerisy, C-E-R-I-S-Y. Et ça, c'est absolument génial. Quelqu'un a noté pour moi? Ouais, je voulais juste savoir, tout à l'heure vous parliez de normes sécuritaires européennes et tout ça dans les garderies, dans les crèches. Vous parlez ici à un public assez conquis et aguerri par ce que vous dites. Moi je voulais savoir si cette conférence vous la faisiez aussi aux parents. Parce que c'est vrai qu'on est confronté à ces normes européennes, mais on est souvent aussi confronté aux normes sécuritaires des parents, qui des fois aussi nous freinent dans nos envies, peut-être. Oui, d'abord, je tiens toujours le même discours partout où je me trouve. Parce que si j'ai introduit sur cette mission, vous l'avez vu, tout le monde était autour de la table, et c'est pas pour rien. Je crois que voilà, tout le monde doit pouvoir réfléchir à partir des choses communes. Et les parents, c'est pas le sécuritaire, c'est pas les normes sécuritaires, c'est l'anxiété parentale dans des sociétés qui promettent la sécurité. Et cette promesse de sécurité pour les enfants, c'est une impasse. Car je ne sais plus qui dit, le premier risque que nous prenons, c'est de vivre. Et donc, des équipes arrivent à travailler avec les parents. Par exemple, il y a des équipes qui se mettent d'accord avec les parents, qui expliquent tout ça aux parents et qui disent, mais nous, on veut quand même que les enfants puissent sortir et aller au marché, par exemple. On veut quand même, voilà, nous on est en état d'urgence, vous savez qu'en France on ne peut plus sortir des enfants, etc. Mais il y a une sorte de partenariat qui est passé avec les parents où les équipes expliquent et disent on veut quand même pouvoir faire ça avec les enfants et ça se travaille, Mais je veux dire, tous les parents ne vont pas faire un procès à la crèche parce qu'un enfant est mordu ou parce qu'il a le genou écorché, quoi. Faut arrêter de se faire peur avec des choses comme ça.